Merci et bonne journée. Voilà. Merci beaucoup. Un instant, là. Je suis obligé de... Merci beaucoup, Normand. Je me présente, Gilles Bernatchez, membre du comité organisateur de la Semaine des personnes aînées. Quelques mots pour vous dire que cette Semaine des personnes aînées est organisée par un comité organisateur issu de la table de concertation des aînés de Val-d'Or. Cette instance de concertation qui regroupe 20 partenaires travaille à l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées du territoire de la ville de Val-d'Or. Cette semaine a été rendue possible grâce à plusieurs partenaires financiers, soit la Ville de Val-d'Or, le député et ministre Pierre Dufault, la Foire du camionneur, la MRC de la Vallée de l'Or, la Table de concertation des aînés de Val-d'Or, Taxibus et Transport La Promenade. Et on peut se rappeler que le transport est gratuit pour les personnes aînées de 60 ans et plus, souhaitant participer aux activités de la semaine. La REC, le Cinéma Capitole, Table régionale des aînés, la QDR de Val-d'Or, le CIS d'Abitibi-Témiscamingue. Un gros merci à tous nos partenaires, supporters et collaborateurs. En terminant, je voudrais vous mentionner que nous avons à 14 heures cet après-midi, une activité d'art-thérapie à la Maison du citoyen de Dubuisson, 1405, route Saint-Philippe. Et je voudrais vous mentionner que l'art-thérapie, qui favorise la transformation de soi en relation avec les autres, et puis l'art-thérapie, c'est une expérience de jeu créatrice en art visuel. Je vous invite fortement à donner vos noms à 819-824-5500 pour vous permettre d'aller à cette rencontre. Et aussi, je voudrais vous mentionner que demain matin, à 10h, à 11h, c'est la conférence de l'Association des grands-parents du Québec. Je vous invite tous à vous mettre sur le Zoom pour justement voir cette conférence importante. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole maintenant à Madame, je pense, Josée Larivière, qui est notre animatrice. Merci, M. Bernatchez. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là, cette belle journée ensoleillée. Merci d'être avec moi. Merci de m'avoir invitée aussi. Courte présentation. Je suis directrice du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes de la région depuis presque 5 ans maintenant. J'ai œuvré dans le réseau de la santé aussi et dans plusieurs organismes communautaires là, comme intervenante. Donc, c'est mon petit le portrait de ce que je suis comme personne. Donc, j'ai de l'expérience aussi sur le terrain là, avant même d'être en gestion ici. Et avant de commencer la présentation, puis dans le fond, faire la présentation du PowerPoint, je voudrais vous mentionner que Mme Hervieux en a une copie. Donc, pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de notes ou vous pourrez avoir une copie PDF, là, vous pourrez la demander à Mme Hervieux directement ou bien sûr vous adresser à notre organisme sans problème. Peut-être juste mentionner, Josée, elle sera disponible, c'est ça, le PowerPoint sera disponible sur le site Internet. Donc, les gens vont, à 11h, le technicien est supposé de mettre en onde là, le PowerPoint de ta conférence. Excellent. Excellent, merci. Et avant de commencer, donc, s'il y en a qui ont des questions ou des attentes en particulier qui permettraient, parce que bien qu'il va y avoir une séance de questions à la fin, mais s'il y en a qui ont des préoccupations en particulier, je pourrais ajuster ma présentation en fonction de vos attentes ou de vos intérêts. Évidemment, vous pourrez aussi dans le chat là, sur le côté là, poser des questions. Moi, en les voyant, je pourrai répondre au fur et à mesure, mais on aura bien suffisamment le temps. Là. Donc, s'il y en a qui ont actuellement là, des attentes, gênez-vous pas, on peut peut-être prendre une petite minute pour juste répondre à pas vos questions, mais vos préoccupations, certains volets peut-être que vous aimeriez m'entendre parler d'eux, si c'est le cas. Je ne vois pas tout le monde, mais je ne vois pas de main levée. Parfait. Alors, je vais partager mon écran.
J'espère que ça va bien aller. Ça, ce n'est pas ma grande force. Et là, je dois le mettre en affichage. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer. J'imagine que quelqu'un va le laisser entrer dans la... Oups, moi, ça bloque mon écran. Excusez-moi. OK. Donc là, je vais l'afficher en diaporama et ça devrait bien aller comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui, hein? Oui. Merveilleux. OK, parfait. Donc, dans le fond, l'objectif de la rencontre, c'est porter plainte en santé et services sociaux et en RPA, résidence privée pour aînés. J'ai quand même élaboré sur ce volet-là, sachant que la séance d'information s'adressait principalement à des aînés ou des gens, du moins, de leur entourage ou des intervenants. Très rapidement, qu'est-ce que c'est que le Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes? Je vais dire le CAP tout au long de la rencontre parce que ça devient complexe de répéter le nom. Il ne faut pas le confondre avec le CAPA, qui est un organisme ou du moins une table de concertation que vous connaissez bien. Donc, le CAP est présent dans toutes les régions du Québec. Nous, on a été créé, dans le fond, à l'initiative. On est un organisme là, du ministère de la Santé et Services sociaux qui a été créé, c'est-à-dire dans toutes les régions, mais qui est prévu à la loi sur les services de santé et des services sociaux. Donc, c'est une particularité qu'on a comme organisme depuis plus de 26 ans. C'est indiqué en région, mais c'est vraiment dans toutes les régions du Québec où on est présent. Puis dans chaque région, on couvre tout le territoire. Donc, bien que notre bureau, nous, soit à Rouyn-Noranda, on se déplace partout en région et on reçoit là, les demandes là, de toutes les personnes là, du secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. On a aussi un regroupement national, comme la QDR, par exemple, a son regroupement. Nous, c'est la Fédération des centres d'assistance d'accompagnement aux plaintes, qui, par exemple, va préparer des mémoires, va nous aider avec la formation, trouver des meilleures façons de faire ou des bonnes pratiques. Donc, ça fait partie de son rôle. Et on collabore avec les partenaires. Ça, je tiens à le mentionner parce que les partenaires du communautaire, les partenaires du réseau, évidemment, parce que si ce n'était pas de cette collaboration-là, on aurait beaucoup moins de gens qui utilisent nos services. Juste à titre d'exemple, et je vais en parler plus loin, c'est quoi la différence avec le bureau de la commissaire aux plaintes? C'est 25 de nos références qui nous viennent du bureau de la commissaire. Donc, ce sont des collaborations importantes. On est membre de table de concertation et on est toujours disponible à donner des séances d'information comme je le fais aujourd'hui. Puis, on va se déplacer aussi au besoin. Là, c'est vraiment pas un problème. Particularité aussi, notre organisme offre des services qui sont confidentiels. Je pense que c'est important de le mentionner, comme plein d'organismes communautaires. Et on est vraiment indépendant, autonome du réseau de la santé. Notre bureau n'est pas dans le centre intégré dans l'hôpital. On a notre conseil d'administration. Donc, on est vraiment un organisme qui est à part du réseau de la santé. Je le mentionne parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, je me méfie, je t'inquiète. Est-ce que les gens vont savoir que je fais une démarche, tout ça? Non, nos services sont confidentiels. On est vraiment indépendant du réseau, bien qu'on collabore avec le réseau. Là. Donc, notre mandat tel qu'il est prévu par la loi, c'est d'assister et accompagner sur demande toute personne qui désire porter plainte auprès d'un établissement qui offre des services de santé et ou des services sociaux. Et on va préciser plus loin qu'est-ce que c'est la notion d'établissement. Mais je veux quand même, parce qu'il y a souvent de la confusion et c'est tout à fait normal, préciser la distinction entre les trois acteurs du régime d'examen des plaintes. Il y a le CAP, il y a la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, il y a les comités d'usagers. Bien que chacune de ces instances-là peut faire de l'accompagnement dans une démarche de plainte, nous, c'est notre mandat principal qui nous est donné par le ministère. La majeure partie du travail de la commissaire aux plaintes, c'est de faire l'analyse de la plainte, on peut dire enquête aussi, là, et élaborer des recommandations le cas échéant. La commissaire aux plaintes est à même le 6, elle relève du conseil d'administration, mais elle a vraiment accès, par exemple, à votre dossier d'usager, ce qui n'est pas du tout notre cas à nous parce qu'on est extérieur au réseau. Donc, c'est en ayant accès, par exemple, au dossier, ça lui permet de faire l'analyse, l'enquête et d'élaborer des recommandations s'il y en a. Pour ce qui est des comités d'usagers qui sont un partenaire extrêmement précieux aussi pour nous. Leur majeur, ça va être d'informer sur les droits des usagers, de faire la défense des droits et la promotion de ceux-ci. Et souvent, leurs interventions vont être plus, si je peux dire, terrain. Je donne un exemple. Dans un CHSLD de la région, il y avait une insatisfaction de la part des résidents sur la qualité de la viande et ça a été apporté au comité d'usagers, comité de résidents dans ce cas-là, du CHSLD, qui a discuté avec les gens à l'interne, les gestionnaires responsables, et il y a eu un changement de fournisseur au niveau de la viande et les gens sont maintenant satisfaits. Donc, il n'y a pas eu de démarche de plainte, il y a une démarche à l'interne d'amélioration de la qualité.
Nous, on n'est pas sur le terrain. Nous, on ne fait pas des rencontres avec les gestionnaires pour dire, ben tel usager a porté plainte. On assiste l'usager dans sa démarche de dépôt de plainte. Je vais vous en parler plus précisément concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les organisations visées par le régime d'examen des plaintes, évidemment, ça va de soi, centre hospitalier, CHSLD, CLSC, DPJ, les centres de réadaptation, InfoSanté, InfoSocial. Hein, ça, on connaît cet environnement-là, on sait que ça fait partie des centres intégrés de santé. Il y a aussi les organismes communautaires en santé et services sociaux. Donc, si vous allez au centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, vous recevez des services, vous êtes insatisfait, on peut vous aider dans votre démarche de plainte. Toutes les ressources, les familles d'accueil, les ressources intermédiaires en santé aussi, ça va de soi, les ambulances. Et là, je mets un petit accent sur les résidences privées pour aînés certifiés. Je vais en parler plus loin, mais aussi ça fait vraiment partie là, du régime d'examen des plaintes et c'est un gros morceau là, vu le grand déploiement de ce type de résidence-là là, qui prend de plus en plus de place. Là. Donc, je vais vous en parler plus loin, des résidences privées. De façon... évidemment, nous, comme je vous l'ai dit tantôt, notre majeur, là, ce qu'on fait, c'est de l'assistance de l'accompagnement. L'idée avec une démarche de plainte, c'est d'améliorer la qualité des services. Ce n'est pas de punir. L'objectif de ça, ce n'est pas, par exemple, d'avoir ou d'aller chercher un montant pour compenser pour la situation qu'on a vécue. C'est vraiment d'améliorer la qualité des services pour soi-même et pour les autres usagers, bien entendu. Et c'est une façon d'assurer le respect des droits des usagers. Puis nous, notre démarche d'assistance, c'est vraiment une assistance, une défense individuelle des droits et non pas collective, parce qu'on fait des démarches avec chaque individu. On les assiste, on les accompagne lorsqu'ils en font la demande. On a 4 sortes de services distincts, de façon très rapide, information. Les gens nous appellent, veulent de l'info sur le régime d'examen, comment ça fonctionne, etc. Ils veulent une info pour une autre ressource parce qu'ils ne sont peut-être pas au bon endroit. Information, référence, c'est ce qu'on fait. Soutien conseil, c'est quand la personne n'a pas apporté plainte pour avoir accès à un service. Par exemple, on nous dit, ben moi, j'ai besoin d'aide pour accéder à une copie de mon dossier médical. Ben nous, on peut l'aider à remplir le formulaire, lui expliquer comment ça fonctionne. On ne le fait pas pour elle, évidemment. De toute façon, on ne peut pas. Je vous l'ai dit tantôt, hein, on n'est pas dans le centre intégré, on n'a pas accès au dossier des usagers. On peut aider une personne qui a reçu des services à l'extérieur de la région et qui a droit à des frais de déplacement, donc l'informer, l'aider dans cette démarche-là. Et ce qui est les démarches aussi auprès des ordres professionnels. Quelqu'un qui dit, ben moi, je voudrais porter plainte contre une travailleuse sociale, mais et à l'établissement de santé, ce qui est possible, donc auprès de la commissaire aux plaintes, mais aussi, je voudrais le faire auprès de l'ordre professionnel, parce que là, les démarches auprès des ordres professionnels, là où il y a vraiment un aspect qui va être un peu plus disciplinaire, donc d'améliorer la pratique de cet intervenant-là en particulier. Donc, ça, on peut aider dans cette démarche-là aussi. On va donner aussi de l'assistance pour un signalement. Qu'est-ce que c'est un signalement? C'est que c'est une façon pour l'usager, dans le fond, de signaler une situation qui est problématique ou qui est préoccupante quand elle ne veut pas ou ne peut pas porter plainte. Pourquoi je ne pourrais pas porter plainte? Ben, c'est si je ne suis pas l'usager. Mais si je suis un intervenant, je suis un travailleur de milieu, j'ai constaté sur le terrain, ou même un simple citoyen qui constate une problématique au niveau de la sécurité dans l'entrée de l'hôpital. Je donne des exemples concrets. Là. Je peux signaler, moi, cette situation-là à la commissaire et je peux demander au centre d'assistance, donc au CAP, de l'aide pour faire le signalement. On peut aussi dire, je vais faire un signalement pour un proche, mais je ne suis pas le tuteur légal ou le représentant légal. Donc, nous, on peut aider aussi les membres de la famille qui veulent faire un signalement. On donne les mêmes services à cet effet-là. Juste mentionner que le signalement, toutefois, la personne qui va déposer un signalement auprès de la commissaire n'aura pas de retour avec les recommandations et tout, parce que n'étant pas l'usager, elle va avoir tout simplement un accusé de réception. Nous avons bien reçu votre signalement, mais il n'y aura pas de réponse élaborée là, sur la situation. Mais toutefois, l'enquête va être faite de la même façon, que ce soit un signalement ou une plainte. Et une personne qui ne voudrait pas porter plainte pourrait dire, moi, je veux signaler de façon confidentielle une situation. Par exemple, c'est sûr qu'on voit ça au niveau des résidents qui reçoivent des services en CHSLD ou en d'autres résidences et qui disent, mais moi, je veux signaler la situation, mais je ne veux pas être identifié. Donc, on peut assister cette personne-là dans son signalement de la même façon.
Et la plainte, bien évidemment, c'est le cœur de notre service. Donc, je vais vous parler plus concrètement de ce que c'est une plainte. Mais d'abord, qui peut porter plainte? Je vous l'ai mentionné, c'est essentiellement l'usager, aussi son représentant légal ou son héritier. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si votre mère, votre père est en CHSLD, que vous êtes son représentant légal, vous pouvez en son nom porter plainte. Et je vous dirais que si ce n'est pas le cas, mais que je parlais de parents ou de frères, sœurs, de membres de la famille, par exemple, nous, ce qu'on peut même faire, c'est si votre ou même un conjoint est à l'aise avec la démarche de plainte, mais que c'est son proche qui veut la faire auprès de nous, on peut demander 2 signatures. Donc, ça, c'est une façon de faire pour dire, bien, le proche va aider dans la démarche de plainte. C'est avec lui qu'on va avoir l'entretien de la situation, mais les 2 personnes vont signer la lettre de plainte en étant d'accord. Donc, ça permet aussi, même si on n'est pas l'usager, de déposer une plainte en bonne et due forme. Donc, c'est là où l'importance d'un représentant légal, ou du moins de le faire à 2 et d'avoir les 2 signatures si on est apte à faire la plainte soi-même. Donc, à la question, y a-t-il un délai pour le dépôt de la plainte? C'est une question qu'on a souvent. La réponse, c'est non. Il n'y a pas de délai pour déposer la plainte en première instance. Ça veut dire, je suis insatisfaite, je m'adresse à la commissaire, je ne suis pas satisfaite des services que j'ai reçus au CHSLD. Même si ça fait 10 ans, il n'y en a pas de délai. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Toutefois, il faut comprendre qu'il peut y avoir des difficultés. Plus on attend, plus ça peut être difficile de faire l'enquête. Quand c'est une question d'attitude aussi de la part du personnel soignant, si la plainte concerne une attitude, un manque de respect, d'empathie, plus c'est loin dans la mémoire de la personne, bien, plus ça va être difficile de faire enquête. Et des fois, les personnes ne travaillent plus non plus dans l'établissement en question. Donc, c'est sûr qu'on encourage les gens non pas à faire ça au lendemain. Des fois, il y a des gens qui nous appellent et ils vivent quelque chose de très difficile. Il est arrivé quelque chose à mon enfant hier sur la table d'opération, sa situation, ça ne va pas bien. Je pense qu'il y a eu des erreurs dans les traitements, dans les soins, et ainsi de suite. On dit aux gens, comme il n'y a pas de délai, prenez le temps aussi des fois de digérer la situation. Quand vous serez prêt, rappelez-nous, on est là, on est toujours là, puis comme il n'y a pas de délai, il faut prendre le temps aussi d'y aller par étapes. Donc, vraiment, les gens n'ont pas cette contrainte-là. Si on fait une plainte en premier recours, comme je vous disais, et qu'on est insatisfait de la réponse, on peut aller en deuxième recours. Et là, il y a des délais pour les deuxièmes instances. Nous, on aide les gens on les informe de quel est ce délai-là et aussi on les aide à respecter le délai. Si, par exemple, quelqu'un nous dit « mais moi, je veux réfléchir », avant de prendre la décision d'aller en deuxième instance. Parfait. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle dans X temps? Parce que le délai est par exemple, pour le protecteur du citoyen, il est de 2 ans en deuxième instance. Bien, on peut se faire un suivi à l'agenda et faire le suivi auprès de la personne à sa demande, bien entendu. Donc, c'est vraiment important pour nous. Si on veut que les gens puissent faire respecter leurs droits, il faut qu'ils connaissent les délais et qu'ils ne passent pas outre à ça parce que, évidemment, si on est passé un délai, on ne peut pas aller en plainte. Donc, de façon bien concrète, ce que font nos conseillères aux plaintes. Ici, au bureau, on a 2 conseillères aux plaintes, 2 Stéphanie, qui assistent et accompagnent les usagers. Donc, quand quelqu'un nous appelle, on explique d'abord c'est quoi la procédure de plainte. C'est important de comprendre parce que ce n'est pas simple, parce qu'on est vulnérable quand on reçoit des services du réseau de la santé. C'est rare qu'on consulte quand on va bien. Donc, quel que soit le service qu'on va utiliser, on peut être vulnérable. Et donc, ça peut être complexe pour nous. Ça se peut qu'on dise, mon Dieu, c'est extrêmement lourd, je ne veux pas aller en plainte, je me sens, c'est trop d'énergie pour moi. Donc, nous, en expliquant et en étant vraiment un facilitateur de la démarche, c'est un gros plus. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent, moi, si vous n'aviez pas été là, je ne serais pas allé de l'avant avec cette démarche-là. Donc, nous, on aide les gens aussi, évidemment. Je vous ai parlé de la lettre de plainte tantôt. On aide la personne, on rédige à sa demande sa lettre de plainte. Pratiquement 100% des gens qui nous appellent pour une plainte prennent le service de rédaction, si je peux dire. Et dans la lettre de plainte, on va clarifier c'est quoi l'objet de la plainte. C'est qui la ressource visée, les personnes concernées et les attentes. Le volet des attentes est extrêmement important ici parce que si quelqu'un nous dit « Moi, ma seule attente, c'est que cette travailleuse sociale-là perde son emploi », je vous l'ai dit tantôt, le régime d'examen des plaintes ne sert pas à être disciplinaire. Évidemment, s'il y a un volet disciplinaire que la commissaire dit « Oups, là, on a eu une erreur grave de la part d'une infirmière », elle va envoyer sa conclusion aux ressources humaines qui, eux, vont
prendre la situation en charge. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas ça, hein, c'est vraiment de sensibiliser l'intervenant ou la personne ciblée pour qu'elle améliore sa pratique, son attitude, ainsi de suite. Donc, le volet des attentes est extrêmement important et il fait partie intégrante de la lettre de plainte. Que ce soit 1, 10, 12 attentes, nous, on y va vraiment avec ce que souhaite la personne, mais on valide avec elle que à quoi sert le régime d'examen des plaintes pour que ces attentes aussi soient à la bonne, adaptées à la réalité et à ce que peut faire pour elle le régime d'examen. Je vous l'ai dit, on assure un suivi dans toutes les étapes et dans les délais pour s'assurer que la personne va voir ses droits respectés et va pouvoir faire ses démarches. Si, par exemple, la personne nous dit « Moi, j'aimerais rencontrer la commissaire aux plaintes », là, je vous dis rencontre. On peut comprendre que ce soit une rencontre en présence, c'était le cas avant, au téléphone, en visio. Si la personne dit « Moi, j'aimerais la rencontrer parce que je voudrais lui expliquer en mes mots, en plus de la lettre, ce que j'ai vécu », c'est possible. On va le demander dans la lettre de plainte et on va préparer la personne et on va l'accompagner dans cette rencontre-là si elle le souhaite. Donc ça, autant au protecteur du citoyen, dans toutes les instances, dans le fond, c'est quelque chose qu'on offre. C'est vraiment notre volet accompagnement. Donc, accompagner la personne si elle le désire, bien entendu. Aider à la compréhension des conclusions. Les conclusions, c'est la lettre qu'on reçoit de la commissaire aux plaintes ou du protecteur du citoyen ou de qui aura examiné la plainte. Nous, ça fonctionne très bien dans notre région. Quand la personne s'adresse à nos services, on lui fait signer, si elle le souhaite, la plupart disent oui, une autorisation de communiquer pour la commissaire aux plaintes ou la personne qui examinera la plainte, de communiquer toute correspondance avec nous. Ce que ça permet à la personne, c'est de dire, ben moi, quand je reçois, par exemple, une accusé de réception et évidemment les conclusions, la conseillère du CAP aussi en reçoit une copie. Nous, ça nous permet de faire un bon suivi et de la compréhension des conclusions. Certaines conclusions sont assez simples, certaines conclusions sont beaucoup plus complexes, hein, quand c'est médical, par exemple. Donc, c'est là où notre assistance est vraiment, elle peut être très riche pour la personne qui va aider. Puis comme je le disais tantôt, quand on est émotif, quand on est vulnérable, ça peut être plus complexe. Donc, d'être accompagné dans cette compréhension-là. Évidemment, en plus, ça nous aide à prendre une décision. Ça va aider l'usager à dire, est-ce que je suis satisfaite de la conclusion? Et sinon, est-ce que je vais aller en deuxième recours? Donc, s'adresser à un deuxième recours, qui est une nouvelle démarche, on continue, nous, à accompagner la personne de même façon, rédiger la nouvelle lettre, faire le suivi des délais et l'évaluation de la conclusion du deuxième recours. Évidemment, il n'y a pas de troisième recours, donc je le mentionne, là, une fois qu'on a atteint le deuxième recours, c'est terminé. Et je précise aussi assurer un soutien technique et moral. Technique, ça va de soi, hein, formulaire, documentation, les envois postaux s'il y a lieu. C'est assez clé en main, ce que je vous dirais, là, si je peux résumer notre service. Facilitateur, mais clé en main. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler que nos conseillères, c'est des personnes, et à la grandeur du Québec, qui ont beaucoup d'écoute. Ce sont souvent des personnes qui ont un profil d'intervenants. Donc, beaucoup d'écoute, de l'empathie, de la compassion. On est là pour ça aussi parce qu'on sait que les gens, c'est pas facile ce qu'ils vivent. Il y a des personnes, ça peut être, la qualité de la nourriture, c'est tel que tel, mais quand il y a eu des erreurs dans les soins ou des graves séquelles, c'est sûr que les gens vivent quelque chose de difficile, donc il y a un support qui peut être un peu plus important. Et évidemment, nous, on n'a pas un rôle d'intervenant social dans la problématique que vit la personne. Si on considère, si on constate avec elle qu'elle aurait peut-être besoin de consulter, on va référer à ce moment-là à toute organisation, là, soit du réseau ou du communautaire, là, la personne qui a besoin de support. Là. Donc ça fait définitivement partie. Par exemple, si la personne est en deuil, on va la référer à son organisation là, sur son territoire à cet effet-là, qui offre du support. Les droits des usagers. Évidemment, on travaille avec, dans le fond, qu'est-ce que sont les droits des usagers. Les gens nous appellent, disent, c'est-tu normal telle chose, telle situation? On m'a dit que je ne pouvais pas faire telle affaire, avoir tel service. Est-ce que c'est normal? Des fois, on a les réponses, des fois, on ne les a pas, hein, ça se peut. Puis comme je vous ai dit, on n'est pas dans le centre intégré, à même le centre intégré. Mais on peut être un facilitateur. Si la personne nous dit, j'aurais aimé ça, moi, avoir un service en langue anglaise, comment je fais pour la prochaine fois? Ce n'est pas nécessairement une plainte, mais la personne peut dire, je serais prête, moi, pour mon prochain rendez-vous avec
un professionnel, quel qu'il soit, à être accompagné d'un organisme qui pourrait faire ce volet-là de traduction simultanée. Ben là, on va faire la démarche pour lui trouver, le référer au bon organisme. Donc, sans regarder l'ensemble des droits un par un. Ils sont disponibles sur notre site, ils sont disponibles dans le fond en ligne, ce n'est pas un problème. Je pense que l'important, c'est de se rappeler qu'on a droit à l'information sur les services qu'on obtient ou les services auxquels on a droit. On a droit de recevoir des services adéquats. Ça peut vouloir dire respect, empathie, les services adéquats. On a le droit d'être informé s'il y a eu un incident qui s'est produit lors d'une prestation de soins. Droit de participer aux décisions, ça passe aussi par le consentement. Il y a toute la notion de soins de fin de vie. Respect, dignité, je vous en ai parlé. Et je vais parler plus loin des problématiques, là, par exemple, qui peuvent être se présenter, qui sont toutes en lien avec certains de ces droits-là. Évidemment, on a le droit d'être accompagné et assisté dans notre démarche de plainte. Puis un volet aussi dont je vais vous parler dans la prochaine diapositive concernant les représailles. Mais avant, je veux juste rappeler que bien qu'on ait des droits, on a aussi des obligations comme usagers du réseau. Et nous, c'est pas rare qu'on va les rappeler, les droits, parce que c'est important de responsabiliser les gens. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. Et là où on va le rappeler aux gens, c'est que si, je vous donne un exemple concret, quelqu'un nous dit on m'a appelé pour annuler mon rendez-vous que j'avais avec un spécialiste ou le reporter. Je veux porter plainte pour cette raison-là. Parfait. Nous, on n'est pas dans le jugement, hein? On n'est pas dans la recevabilité de la plainte. Donc, on dit à la personne, parfait, on vous accompagne, on va l'aider à rédiger sa lettre de plainte et tout. Toutefois, si la personne nous dit, mais les 5 dernières fois que j'avais un rendez-vous avec ce spécialiste-là, j'étais absente et je n'ai pas avisé de mon absence, bien là, il y avait une responsabilité qui est de participer aux soins de service, d'utiliser les services de façon judicieuse. La raison pour laquelle on va en parler à personne, c'est que c'est important qu'elle s'attende à ce que dans la conclusion, ce soit fait référence à ça. Parce que c'est ça qui va arriver. Évidemment, la commissaire aux plaintes a accès au dossier et ça va être indiqué au dossier. Les notes vont être là à cet effet-là. Donc, nous, c'est vraiment pas pour, dans le fond, dire à la personne, c'est pas une bonne idée d'aller en plainte, pas du tout. C'est son droit de porter plainte et on va l'aider à faire respecter ce droit-là. Toutefois, c'est important qu'elle sache qu'ayant des responsabilités, des obligations, bien nous, on est là aussi pour lui dire, mais ça se peut qu'on vous le dise dans la conclusion, malheureusement, vous n'avez pas fait face à vos responsabilités totalement. Donc, il y a un petit bout peut-être qui vous appartient, puis c'est important d'utiliser les services de façon judicieuse, ainsi de suite. Là. Donc, je vous en glisse un petit mot simplement pour vous dire, non, on ne juge pas la personne, on ne juge pas la recevabilité de sa plainte, mais ça se peut qu'on lui rappelle tout à fait ses responsabilités à cet égard-là. Je vous en ai glissé un petit mot sur les représailles. Ça, évidemment, c'est une question qui nous est souvent posée, peut-être par les personnes un peu plus vulnérables ou celles qui sont dans un milieu de vie, en résidence privée, en CHSLD, ressources intermédiaires. Je vis là. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va m'arriver si je porte plainte contre la personne qui me donne mes services puis qui va encore m'en donner? Nous, on est là pour rassurer la personne. On est libre d'exercer un recours. C'est un droit. On a le droit de porter plainte et à même ce droit-là, il y a sans avoir peur de représailles. Donc, la loi le prévoit qu'il y a toute forme de représailles interdite. Et s'il y a des représailles, si on nous dit je pense qu'il y a eu des représailles ou j'ai constaté des représailles suivant ma plainte. Immédiatement, nous, on va aller avec la personne, si elle nous donne l'autorisation, évidemment, là, informer la commissaire aux plaintes qu'il y aurait eu apparence ou vraiment des représailles là, fondées ou non, mais c'est sûr que ça étant interdit, immédiatement, il va y avoir une vérification là, de la part de la commissaire et une intervention s'il y a lieu. Donc, ça, c'est important. Et si la personne, malgré ce qu'on lui dit, n'est pas tout à fait rassurée ou dit ben, j'ai quand même peur, bien, évidemment, on peut le mettre dans la lettre de plainte. C'est quelque chose qu'on fait. J'ai peur des représailles, je suis inquiète, je tiens à vous le dire. En l'indiquant comme ça aussi, ça permet à la commissaire de sensibiliser la personne qui est visée par la plainte, de dire, bien là, on a un usager qui est inquiet. Donc, c'est une façon de plus de dire,
ben voici, il faut prendre soin de ça, là. Cette personne-là va venir utiliser les services à nouveau et elle a peur des représailles. Donc, soyons bienveillants envers ce volet-là. Toutefois, si la personne dit « je ne veux vraiment pas, j'ai trop peur des représailles, je ne veux pas aller en plainte », bien d'accord, on va faire ce que je vous ai dit tantôt, on va faire un signalement confidentiel avec les limites que ça comporte, parce qu'évidemment, faire un signalement quand la personne n'est pas nommée, en fonction du type de service reçu, ça peut être plus difficile pour la commissaire de faire son enquête, mais elle va quand même le faire. Donc, ça, c'était l'information que je voulais vous donner concernant les représailles. De façon concrète, les problématiques rencontrées, je vous donne quelques exemples ici. Au niveau des ressources matérielles, la qualité des aliments, c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent, l'hygiène assez fréquemment, sécurité des lieux. Les problèmes relationnels, respect, empathie, je vous l'ai dit tantôt, un bris de confidentialité, ça fait partie des éléments qu'on peut observer. Les problèmes au niveau des services, le délai, vous vous doutez bien qu'il y a régulièrement des plaintes au niveau du délai. Ça fait longtemps que j'attends pour tel service. Est-ce que je peux porter plainte pour ça? Au niveau de la continuité des services, ça fait un an. En un an, j'ai changé 3 fois d'intervenant. Donc, ça peut être une matière à plainte. Les problèmes de soins, évidemment, liés au traitement, à médication, jugement des professionnels et les aspects financiers. Frais de déplacement, je vous l'ai dit tantôt, pour recevoir des services à l'extérieur qui ont été refusés. Je veux contester, je veux aller en plainte pour ça. Et toutes sortes d'autres biens et services là, qui ont pu être donnés. Donc, ça, c'est tous en lien, dans le fond, avec les droits des usagers, là, ces problématiques-là que l'on observe. Je vais vous parler rapidement aussi de maltraitance. Je pense que c'est important de rappeler, la maltraitance, je mets ici là, la définition là, telle qu'elle est prévue, là, qui est un geste singulier répétitif ou une absence d'action qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que ça cause du tort ou de la détresse. Je veux rappeler que nous, on peut assister et accompagner quand il y a des situations de maltraitance, mais ces situations-là doivent toujours être dans le cadre de la prestation de soins et de services de santé. Je donne un exemple, quelqu'un qui est en CHSLD qui dit moi, j'étais dans ma culotte d'aisance 8 heures hier parce que l'organisation fait qu'il y a un manque, par exemple, un manque de personnel. Et donc, moi, je suis restée longtemps et malgré mes appels, on n'est pas venu me voir pour changer ma culotte d'aisance. Donc, c'est un exemple où là, on parle de maltraitance organisationnelle. Donc, même s'il n'y avait pas d'intention de la part par exemple, du ou de la préposée, ça a quand même causé du tort ou de la détresse. Donc, nous, on va accompagner. Si toutefois, quelqu'un nous appelle et dit, mon fils, au niveau financier, donc, je pense qu'il me vole ou qu'il fait de la fraude. Bien là, nous, on va référer la personne parce que la maltraitance ne vient pas de quelqu'un du réseau de la santé, elle vient d'un membre de la famille. Donc, c'est juste pour, dans le fond, mettre notre cadre à nous, là, ce qui nous appartient, notre carré de sable à nous pour ce qui est des plaintes ou des signalements. Donc, on peut aller en plainte, évidemment, pour la maltraitance, mais on peut aussi aller en signalement, comme je vous disais tantôt. Et je rappelle qu'il y a une obligation de signaler la maltraitance. La loi est en train d'être améliorée pour élargir l'obligation, mais actuellement, l'obligation, elle est au niveau des personnes qui, si je suis témoin, je travaille dans un CHSLD, je suis témoin d'une situation de maltraitance, j'ai une obligation de la signaler à la commissaire aux plaintes, ainsi que concernant toute personne qui est en tutelle ou curatelle. Là, on aurait une obligation dans ces situations-là, mais c'est, pour ceux qui le savent, là, peut-être, là, il y a une commission qui a eu lieu la semaine passée à cet effet-là. Donc, la loi est en train d'être élargie, notamment aux résidences privées pour aînés. Et justement, les résidences privées pour aînés, qu'en est-il? Où on arrive, nous, dans le fond, dans ces démarches-là. Nous, on est déjà présents dans les démarches de plainte en résidence privée pour aînés parce que les résidences sont certifiées par les centres intégrés de santé. Donc, pour être certifiés, ils doivent répondre à un ensemble de critères qui vous sont là exposés très rapidement. C'est quoi le personnel qui est requis? L'attitude, relation interpersonnelle, c'est l'attitude, l'obligation de donner le bail, les règlements d'immeuble, qu'est-ce qu'il y a dans l'accueil obligatoire, la sécurité, la qualité des soins, des services, des aliments, etc. Donc, nous, si quelqu'un nous appelle et dit, moi, au niveau du personnel, au niveau de la nourriture, au niveau de la sécurité, je voudrais porter plainte. Parfait, on vous assiste, on vous accompagne auprès de la commissaire aux plaintes. Donc, au même titre que pour ce qui est du réseau de la santé. Mais si la personne nous appelle et qu'elle nous dit
Je trouve que ça coûte trop cher. On a renouvelé mon bail, puis j'ai des questions, puis il me semble que ce n'est pas légal, telle affaire. Bien, avant d'avoir le service Cap sur le bail, on ne pouvait pas assister ces gens-là. Maintenant, depuis le 1er avril 2019, on offre un service supplémentaire qui est soutien à l'information, accompagnement, assistance des locataires des résidences privées certifiées. Donc, je le précise, ce n'est pas les HLM, ce n'est pas les résidences locatives générales, c'est vraiment les résidences privées certifiées. À titre d'exemple, le Jardin du patrimoine. Dans les démarches, dans le fond, au niveau des problématiques, des litiges qui concernent le bail. Et dans ce volet-là, le volet Cap sur le bail, évidemment, une grosse partie des gens qui nous appellent, c'est les proches des gens qui résident. Et c'est tout à fait correct aussi. Là, on va donner l'information et l'assistance à ces personnes-là dans la mesure ou dans le cadre de ce service-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait un petit peu plus concrètement? Répondre aux questions, aider à mieux comprendre la situation, les options possibles, les recours. Ce n'est pas facile, hein, pour ceux en tout cas qui connaissent un peu cet environnement-là. Le formulaire de bail est déjà relativement complexe de base, mais là, on a un formulaire de bail avec un annexe, avec beaucoup, beaucoup d'informations complexes et c'est un contrôle légal. Nous, on n'est pas des avocats, vous comprendrez dans le fond, on est un peu plus, on a des formations, on est informé sur les droits, les obligations des résidents, mais on a un rôle où on va vraiment, informer les gens et on va favoriser la conciliation. Donc, favoriser l'entente avec le propriétaire parce qu'on sait que autant les résidents que les propriétaires ne veulent aller au tribunal administratif du logement qu'on appelait avant la régie du logement. Hein. Ce n'est pas un souhait d'aller là, c'est long. Il y a des délais, dans le fond, qui sont assez importants. C'est formel, donc ça peut faire peur à beaucoup de gens. Donc, faciliter la conciliation, c'est de dire, comment on peut regarder à une entente gagnant-gagnant avec le propriétaire. Donc, la majorité des dossiers où il y a assistance accompagnement d'un CAP se règlent de cette façon-là, là, en entente. Là. Mais s'il y a des rencontres aussi avec les propriétaires et ou au tribunal administratif du logement, on va être là aussi de même façon. Puis on va aider avec tous les suivis nécessaires. Il y a beaucoup de formulaires, il y a de la complexité, il y a des petits caractères dans le formulaire de bail. Donc, on est là pour aider les gens dans ces démarches-là. Puis on a aussi, je vais vous le montrer à la fin de la rencontre, il y a 2 guides qui sont bien intéressants. Être locataire dans une résidence privée et signer un bail. Nous, on en a des copies papier. On en avait distribué à la QDR à Val-d'Or aussi. Donc, ça fait vraiment partie des sources d'information les plus précieuses là, pour s'informer là, sur en quoi consiste le bail. Mais je vous dirais que la source d'information la plus précieuse ou la plus accessible, c'est probablement de nous appeler à cet effet-là. Donc, nous, ce qu'on fait, encore une fois, on rappelle aux gens au niveau des informations. Je vais passer ça vite, mais vous aurez le PowerPoint, donc l'information écrite. On rappelle aux gens, c'est quoi les obligations du propriétaire? Notre client, ce n'est pas le propriétaire, hein, c'est vraiment le locataire. Donc, de fournir le logement en bon état, de maintenir la qualité des services. La particularité des RPA, c'est les services, ce qu'il n'y a pas dans le parc locatif là, régulier. Milieu de vie paisible, entretenir et réparer le logement. À contrario, aussi, on va rappeler les obligations du locataire. Donc, ça, un locataire nous dit j'ai des problèmes au niveau de mon bail, il m'a augmenté et tout, mais ça fait 4 mois que je ne paye pas mon loyer. Bien là, ça se peut que ça soit plus difficile à justifier là, de contester une augmentation si on n'a pas respecté nous-mêmes nos propres obligations. Donc, ce sont des obligations que sont les mêmes pour tous les locataires de tous les RPA ou pas. La particularité, c'est vraiment les services au bail. Et c'est là aussi, on a souvent beaucoup de questions. Services étant, par exemple, les soins infirmiers, les services de repas, l'aide domestique. Donc, et en tant que pandémie, je vous apprends probablement rien, il y a des gens qui ont eu moins de services, par exemple les services de loisirs. La piscine était fermée, toutes les activités de groupe, les soirées cinéma, ainsi de suite, on n'avait plus cela. Et il y a des locataires ce printemps qui ont réussi, en allant au tribunal administratif du logement, à faire, dans le fond, ils ont contesté ou ils ont demandé un remboursement pour une certaine partie du loyer payé pour les services qu'ils n'avaient pas reçus. Donc, ça fait partie des accompagnements ou des assistances et des informations qu'on peut donner aux locataires. Donc, c'est matière à négociation aussi. Il y a des gens qui sont allés au tribunal, mais il y a des gens qui l'ont négocié de gré à gré avec les propriétaires. Et comme je vous disais, nous, on peut aider, on peut informer, aider à préparer une telle rencontre et si la personne le souhaite, être présent à la rencontre.
Le gros volet, dans le fond, de ce qu'on reçoit au niveau des demandes de services, c'est quand la personne reçoit son avis d'augmentation ou son avis de renouvellement, là, de modification là, des conditions de bail. Donc, le propriétaire va envoyer un avis au locataire et c'est là où notre présence est importante parce qu'il y a des gens qui vont recevoir l'avis d'augmentation et ça ne sera pas clair pour eux. Il y a même des propriétaires, ce qu'on a constaté sur le terrain, qui n'avaient pas disons pour qui, puis je vais passer à la prochaine, là, il y a 3 options quand on reçoit l'avis de modification. Est-ce que j'accepte les modifications? Est-ce que je refuse? Ou 3, est-ce que je désire quitter le logement? Puis, mais il y a certains documents sur lesquels il n'y avait pas ces